à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Giordano. Bonjour Giordano. Bonjour Martin, bonjour à tous. Ravi de t'accueillir au chalet. Pour la première fois, on accueille un Trafin, on est ravi de pouvoir discuter avec vous, de vous présenter des jeux. Vous venez de Belgique? De la Belgique, oui. De la Belgique avec ce petit accent belge qu'on entend. Petit accent italien. Italien. En fait. Non, je suis italien, comme tous les Belges, non. Voilà, je rigole. Mais oui, c'est un petit accent italien. J'habite en Belgique et je suis très heureux d'être ici pour la première fois, pour un Trafin, bien sûr. Pour un Trafin. Voilà, tout court aussi. Ouais, tu t'es déplacé en Belgique aussi pour des raisons familiales à la base, mais tu as trouvé un travail là-bas dans le domaine du jeu de société, passionné par le jeu de société? Oui, à la base, passionné par les jeux de société, même si je suis rentré à un Trafin comme commercial pour les TCG Italie. Donc voilà, car un Trafin à la base c'est une distribution très large qui touche toute l'Europe et qui distribue une vaste gamme de produits, dont les TCG, les accessoires, les jeux de plateau en anglais. Et depuis 2008, on fait aussi de localisation en français et en néerlandais aussi. Voilà, mais ça c'est peut-être moins intéressant. Alors, c'est moins intéressant pour nous, c'est pas moins intéressant parce qu'on s'intéresse aussi, nous, aux acteurs, aux gens qui participent aux maisons d'édition, qui vous amènent les jeux, puisque un Trafin, vous les connaissez. Pour moi, c'était assez attendu de vous recevoir au chalet parce qu'on a vraiment plein de jeux qu'on adore chez vous. Non, évidemment, pour ceux qui nous connaissent, vous connaissez obligatoirement Terraforming Mars, qui est peut-être votre fer de lance, on le connaît par cœur, on le trouve en boutique, on en discute souvent, c'est un marqueur, c'est un jalon du jeu de société, c'est un jeu qui a marqué pour 10 ans, depuis 10 ans en tout cas, parce que ça fait une dizaine d'années qu'il est présent. Oui. J'ai raté le début, nous dit PKM, cette émission, elle est enregistrée en live sur Twitch, en différé sur YouTube, et tu es au début, ne t'inquiète pas, on est au tout début, je suis encore à dire le menu de cette émission, on va vous parler d'un Trafin, on a déjà commencé d'ailleurs, j'allume ce menu-là, on va revenir sur les classiques que vous avez publiés, j'ai déjà cité Terraforming Mars, mais ça n'est pas le seul, mon jeu préféré de l'univers, nous dit Valoum sur le chat. On parlera des nouveautés de fin d'année, et puis là, la dernière seconde, je me suis dit, tiens, je vais peut-être vous faire voter aussi pour ces nouveautés de fin d'année, donc préparez votre tablette, votre smartphone pour pouvoir voter aussi, pour avoir quelques ressentis sur vos attentes. Vous allez voir que on est ravis de faire cette émission aussi, parce que on a joué hier avec Giordano, avec Aline, à des jeux un peu experts, pas mal expert, et si quand même, hein, tu es vraiment un joueur expert, mais malgré tout là, il y avait du niveau, et c'est pas tous les jours qu'on reçoit des acteurs qui nous font jouer à des jeux qui prennent un petit peu plus de temps, on dépasse souvent l'heure de jeu autour de la table, ça m'a fait drôlement plaisir. Non. Merci, c'était un plaisir de jouer avec vous. Hein. Et on va partager ce plaisir ensemble. Mais tu es très joueur de jeux experts aussi, hein, puisque tu m'as dit que ton jeu préféré c'était Spirit Island. Spirit Island. J'ai presque jamais gagné, mais ça reste mon jeu préféré. Jamais gagné, mais c'est un coopératif Spirit Island, c'est-à-dire que vous perdez à chaque fois? Oui, voilà. Je joue solo, et donc voilà. Dernièrement, j'ai 2 petits-enfants, donc voilà, j'ai pas plus le temps de jouer avec des personnes me déplacer, donc je joue parfois solo, et oui, j'ai gagné, je pense, une fois. Avec Spirit Island, mais ça reste mon jeu préféré. Moi j'ai déjà gagné à Spirit Island. Ouais. Alors j'ai pas tout fait. Je passe un clin d'œil à Jules s'il regarde cette émission, qui est le grand expert de Spirit Island, qui dernièrement m'avait dit, moi j'ai gagné, c'est bon, j'ai gagné dans toutes les configs ou quelque chose comme ça, je me souviens plus trop, mais lui il sait. Merci à Lutin Ludique qui nous rejoint, qui nous dit ravi de retrouver Giordano. D'ailleurs je suis toujours ravi de faire ces émissions aussi parce qu'on vous dévoile une facette que vous ne voyez pas forcément. Je pense à Lutin Ludique par exemple, Cathy, qui te connaît aussi bien dans un cadre commercial. Alors j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de discuter en dehors, mais malgré tout, on connaît souvent qu'une seule facette des acteurs qu'on croise à droite, à gauche. On voit juste le côté commercial parce que les jeux, vous les proposez, vous êtes distributeur aussi, vous les proposez aux boutiques. Et c'est aussi une relation de travail que vous avez avec chacune d'entre elles. On a rarement l'occasion de parler plus personnellement de ce qui se passe, de comment se développent les choses, quels sont les dessous des choses aussi, le dessous des cartes. On va revenir dessus dans cette émission sur quelques aspects, et notamment il y a une question qu'on nous pose souvent sur Terraforming Mars, on revient juste après là-dessus. On terminera l'émission avec les nouveautés de 2025, on l'a dit, vous pourrez voter pour les jeux, pour voir quels sont ceux, on n'est que dans le domaine expert quasiment.
Pas que. Il y en a un qui n'est pas du tout dans le domaine expert. Vous allez voir que on va jouer à la fin de cette émission. Je ne l'ai pas mis dans le menu, mais on va terminer en faisant une petite partie de Light Speed Arena. Il est juste là, il est très attendu ce jeu. C'est Guillaume, notre monteur, qui nous disait hier, j'ai déjà précommandé celui-là. Je n'ai pas attendu, je veux avoir mon exemplaire. Possible que on vous conseille de précommander quelques jeux parce que c'est aussi des paris pour l'éditeur. Vous avez prévu un certain nombre d'exemplaires, vous prenez des risques. Voilà. Tu nous l'as dit, hein, sur certains on prend des risques, on va le tirer le plus possible, le plus qu'on peut faire, mais si c'est un gros succès, vous savez comment ça marche, hein, forcément, il risque d'avoir des ruptures de stock. Je mettrais peut-être une petite pièce sur une rupture de stock sur certains de ces jeux qui sont présents derrière, notamment celui-là qui est juste entre nous deux. Echoes of Time, qui est un de vos plus gros tirages sur cette fin d'année. Oui, c'est un jeu fin d'année, c'est un niveau, je dirais, initié, si on veut parler. Oui, c'est vrai. Et c'est un petit jeu de cartes très agréable. On vient de tourner une vidéo aussi, avec une partie complète, avec Aline et Martin. Voilà, je n'ai pas gagné, encore une fois. Mais ouais, c'est très agréable. C'est un jeu par Simone Luciani et Roberto Pelley, illustré par Giovanni Calore. Et voilà. On va revenir dessus. Alors, on va commencer par parler un tout petit peu d'Intrafin. Oui. C'est un éditeur. C'est localisateur et distributeur basé en Belgique. On ne dit pas éditeur dans la mesure où vous n'éditez pas, c'est pas vous qui créez les jeux. Non, c'est pas nous. On a en cours maintenant une collaboration avec Aurora Game Studio. On a collaboré sur l'édition de... Voilà, je le prends comme ça. Ouais, vous les voyez. Ça, c'est le premier. C'est le premier. Vous êtes, j'ai envie de dire producteur sur ce jeu-là parce que c'est Aura Games qui développe le jeu. C'est ça, c'est ça. C'est tous les mérites, c'est à eux. Ah non, donc, pas le mérite. Ah non, mais le financement, le fait de produire les jeux, de mettre de l'argent dedans aussi, c'est important. C'est très important, on va le dire, hein, clairement. Et là, c'est la dernière extension du cycle de Ibris Disordered Cosmos. On va compléter les panthéons avec deux personnages, Hera et Dionysus. Dionysus, voilà, pour ceux qui connaissent le jeu Ibris Disordered Cosmos, c'est un jeu exceptionnel, c'est mon deuxième préféré, je pense. Ah. et voilà, vous avez donc un dieu, Dionysus, qui a une mécanique de combat qui ne s'appuie pas sur des cartes de combat comme tous les autres, mais sur un dé qui donc va monter en puissance et avec lequel il peut aller combattre. Très intéressant, surtout pour les joueurs, on dit Eurogame, qui n'aiment pas jouer forcément avec des petites cartes de combat. Alors que Hera est un... Voilà, vous voyez, c'est un chef d'une grande entreprise. Et ses employés, ce ne sont pas comme les autres dieux, qui ont des employés qui sont des héros ou des prophètes. Elle emploie directement des dieux mineurs. Et donc, voilà. Et ces dieux ont des pouvoirs spécifiques qui peuvent emprunter aux autres joueurs. Et elle va gagner, en fait, des ressources dessus. Donc, voilà, très intéressant. Et voilà, il est en train d'arriver en Belgique. On va faire le fulfillment de GameFound et voilà. Et après, voilà, ça sera disponible en boutique car Intrafin, c'est à la base et fondamentalement une distribution uniquement B2B, donc on vend aux boutiques et ça c'est notre réseau de vente. Nous n'avons pas un webshop direct avec le particulier, sauf voilà. Sur les salons, bien sûr. Bien sûr. Vous n'avez pas de magasin, c'est ça que tu nous dis. Vous n'avez pas en ligne la possibilité, si on se connecte sur le site Intrafin, les boutiques peuvent commander directement sur le site Intrafin pour recevoir les stocks et les proposer ensuite aux acheteurs, mais ce n'est pas vous qui les vendez, vous êtes localiseur, c'est-à-dire que vous traduisez les jeux en version française, certains, vous les recherchez, vous les repérez à Essonne notamment, vous les proposez en version française, et en plus, vous avez la possibilité de commencer l'édition. Ça, c'est quelque chose qui va se développer chez Intrafin, et c'est possible qu'il y ait d'autres jeux qui arrivent que vous éditez vous-même? Voilà, ça c'est le grand projet, mais pour l'instant, voilà, on s'appuie beaucoup sur Aurora Game Studio pour le moment, aussi pour le deuxième chapitre d'Ibris, Ibris 2. Oui. Twilight in Olympus, c'est magnifique, mais peut-être qu'il y aura... J'ai vu passer des questions, on nous a dit le prochain Ibris qui joue à 3, c'est celui-là? Ou non, ça c'est l'extension. Les prochains Ibris, oui, si je joue à 3, c'est Ibris Twilight in Olympus. Et c'est... Voilà, une réédition de la guerre de Troie, avec 3 factions.
magnifique, mais voilà. Peut-être qu'on va en parler dans une émission suivante avec Damien lui-même. Ah bah oui, j'espère oui, qu'il on n'a pas Damien. réussi à attirer Damien pour l'instant jusqu'au chalet, mais je ne désespère pas d'arriver à l'avoir parmi vous pour pouvoir discuter de tous ces jeux. Alors regardons un peu parce qu'on a quelques jeux dont on a parlé qui sont dans notre base de données, il y en a quelques-uns dont vous avez nécessairement entendu parler sur notre chaîne. On regardait d'ailleurs, quand on citait les quelques jeux qui sont là, combien de fois on les a évoqués, on s'est connecté sur le site que fait Bob Danu, qui est souvent présent sur le chat. Il note tous les jeux qu'on a évoqués dans nos émissions. On était amusés de voir que, par exemple, Aquaria, dont on va parler, on a déjà cité 2-3 fois dans les différents formats. Et donc voilà, les fiches sont présentes sur notre site. Vous avez entendu parler de Nucleum. C'est un Trafin, Nucleum. Earthborn Rangers. C'est également un Trafin. Et les nouvelles extensions viennent de sortir. Il y en a plusieurs qui sont là. Ça, c'est une très belle boîte, un très joli jeu également. Stone Spy Architect, celui-ci. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Il a rencontré un certain succès auprès des spécialistes. C'est vrai que c'était très agréable à jouer. On est dans l'univers de role-player sur celui-là ? Oui, on est toujours dans l'univers de role-player. Donc le même univers de Cartographers, notamment. Le même univers de Role-Player Adventure. J'ai vu des questions sur Role-Player Adventure. Donc ça va arriver en 2026. Par des voies de financement participatif. On est en train d'y arriver. La traduction est en cours. Et voilà, on va arriver. Cartographers, c'est role-player, c'est l'univers. Et Cartographers, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Effectivement, c'est role-player au départ, le premier jeu. Après, il y a eu Lock-up, il y a eu Cartographers, ce jeu de Roll and White qui finalement est devenu peut-être le plus... C'est un flip and white, mais c'est devenu celui qui s'est le plus vendu. Oui, je pense que hors Terraforming Mars, c'est notre deuxième, sans aucun doute. Et voilà. On a une bonne nouvelle aussi pour les fans. Bonne nouvelle pour les fans. Voilà. On va recevoir bientôt la nouvelle impression de la boîte classique, mais aussi de la boîte Heroes, qui rajoute des cartes complète. Et ainsi aussi la première extension qui n'était pas disponible pendant 2 ans déjà. Donc, et comme la nouvelle extension est déjà disponible, déjà fin de septembre normalement, car la production est terminée en Espagne. Donc voilà, normalement ça va arriver bientôt. Tout l'ensemble de Cartographers va être disponible à nouveau. Aussi avec une petite extension nouvelle, voilà, c'est un paquet de cartes, embuscade. Et voilà, pour les collectionneurs Cartographers. C'est un jeu qu'on a envie de collectionner aussi. On a Ludimarie qui nous dit sur le chat qu'il sort beaucoup, il marche super bien en festival, il sort beaucoup chez eux, ce Cartographers. J'ai déjà toute la collection, nous dit Rachel. C'est ce jeu, vous savez, de Flip and White dans lequel vous allez écrire, dessiner un peu sur votre... parce qu'on dessine des petits monstres de temps en temps, on a plaisir. Et où il y a cette fameuse mécanique que les joueurs adorent. C'est pas celle que je préfère, moi. La mécanique où tu passes ta feuille à ton voisin et il te fait des monstres dessus. Voilà, je pense que c'est le plus des Cartographers, c'est un Roll and White avec de l'interaction directe. Voilà. De l'interaction directe. Moi, c'est la chose qui m'amuse le plus. C'est celle que j'aime pas qu'on dessine sur ma feuille. Ça m'énerve à chaque fois. Non, c'est une mécanique super agréable, évidemment. Voilà pour Cartographers. On regarde encore les classiques parce que ça nous permet de vous raconter cette boîte qui est un Trafin qui existe depuis combien de temps, un Trafin ? Voilà, un Trafin, c'est une longue histoire. Ils ont commencé en 1900. Voilà. J'étais en train de dire 91 comme un bon belge, mais voilà, 91. Notamment pour distribuer de cartes magiques. C'était les nouveaux objets ludiques à l'époque. Et mon chef qui travaillait dans la finance, il s'est dit voilà. Je vois dépotentialiser, les jeux me plaisent beaucoup. Alors ça, 91, c'est après Magic, c'est 95 je crois de mémoire, si je ne me trompe pas. Je pense que voilà, en anglais, il était sorti un petit peu avant. Ah bon voilà. Peut-être je me trompe sur les dates. Mais en tout cas, voilà, Trafin est né comme une activité à faire entre la finance, donc, et c'est pour ça qu'il voilà. 1991, c'est... Je regarde, je peux pas m'empêcher de vérifier parce que les dates c'est important quand même. C'est Forrest Gump, 1991, c'est la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud. Mais en tout cas, oui. Si, voilà, c'est 93, 94. 93, en tout cas, 93 Magic. C'était les premiers produits qui a fait
élargir Intrafin, en tout cas. Et voilà. On cite des trucs au pif. Aline qui s'y met Basic Instinct 1991. Bah oui. Tu m'aurais dit que vous aviez financé Basic Instinct, là on l'aurait cru tout de suite. Ah. Mais non, mais les boîtes elles sont parfois créées avant leur lancement véritable autour d'un produit. C'est ça. C'est ça. Rue du Jeu a fait une vidéo, il nous le dit, sur l'histoire d'Intrafin. Il la raconte un peu dans son format J'irai jouer chez vous, le format dans lequel il se déplace chez les différents acteurs ludiques. Boris était chez nous, en fait. Alors, j'ai pas tous les jeux, parce que forcément, sur notre fiche, on a ceux qui sont parus depuis qu'on tient le site internet, c'est-à-dire depuis 1 an seulement, et on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont arrivées. On a eu l'occasion de parler de 7 pièces pour un château, alors Spirit Island, évidemment, il y a eu plusieurs boîtes. Pampero, tiens, ça c'est de temps en temps, vous faites un petit jeu expert, hein, forcément celui-ci qui nous emmène en Argentine. Au Uruguay, en fait. En Uruguay, tu vois, tu as regardé de loin le drapeau. Et... Oui, c'est presque le même drapeau. C'est presque le même, mais c'est pas tout à fait le même. Et puis les jeux dont on va parler, Barrage aussi, qui est présent également. Barrage, c'est l'un de nos classiques, comme Spirit Island, Role Player, voilà, bien sûr, Terraforming Mars et Cartographers. Si vous êtes joueur expert, vous avez forcément des jeux Intrafin dans votre ludothèque. Si vous n'en avez pas, d'ici la fin de l'émission, il est possible qu'il y ait quelques précommandes ou coups de fil passés à vos ludicaires qui ne sont pas encore ouverts. Attendez un peu. Mais Rachel nous cite également jouer à Confluence Sidérale. Il faut le trouver, hein, par contre, maintenant. Oui. Rachel, on a une histoire sur Confluence Sidérale, car à l'époque, elle travaillait pour les Post-Temps. Mais oui. Et voilà, elle avait fait une vidéo dessus. On a fait une vidéo sur Confluence Sidérale. C'est un super jeu, c'est un party game expert, où on peut échanger toutes les ressources qu'il y en a, même les petites cartes qui nous servent de moteur. On peut tout échanger dans ce jeu, sauf les points de victoire. Mais il y a une faction qui peut échanger aussi les points de victoire. Donc, on peut vraiment changer tout. J'ai jamais joué, moi. Et non, c'est très rigolo. C'est 4-9 joueurs, donc c'est vraiment un party game expert. Et voilà, lycée lancer des dents. Merci à ceux qui s'abonnent, qui suivent la chaîne, qui nous offrent des bits, comme c'est le cas de Méthode X qui a offert 5 abonnements. Alors, c'est même pas des bits, c'est 5 abonnements communautaires. Merci beaucoup pour ta générosité, pour le soutien que tu fais à la chaîne. On rappelle d'ailleurs que tous ceux qui participent, qui s'abonnent, auront le droit à un ticket de tombola gratuit cette semaine. On vous fait gagner plein de trucs sur la tombola qui aura lieu à la fin de semaine. On vous fait gagner toute la gamme Heredity. Il y a plusieurs lots. Il faut que je fasse un petit post sur les réseaux sociaux d'ailleurs pour vous le signaler, parce que pour de la générosité d'Arucat qui nous soutient aussi régulièrement et qui a envie d'offrir ces jeux à la communauté. Merci beaucoup Méthode X, merci aussi à Black Atana qui a pris un abonnement il y a 7 minutes, pardon, je ne l'ai pas vu en direct. Vincent Desmollets aussi a pris un abonnement, Baron Sink a pris un abonnement. Des fois je les loupe en direct, n'hésitez pas à me les signaler quand je par mégarde, je ne fais pas attention et que je ne remercie pas directement les personnes. Pour nous, c'est très important. On est en train de réfléchir avec Johan à différents aspects pour que je sois un peu plus alerte là-dessus et que je puisse réagir. On continue de parler d'Intrafin et notamment de votre développement. Vous êtes situé en Belgique, vous distribuez donc des jeux en version française, aussi en version néerlandaise ? Oui, on a aussi une ligne de localisation pour des jeux en néerlandais. Oui. Mais voilà, là, notre ligne éditoriale est très différente. Voilà, sauf pour les grands classiques, Terraforming Mars et Cartographers sont aussi localisés, distribués par nous en néerlandais. Oui, parce que tu me dis sur le côté néerlandais, c'est aussi des jeux d'autres éditeurs, comme c'était le cas par exemple de Dorf Romantique, il est chez vous. Oui, Dorf Romantique en néerlandais c'est chez nous, l'île des chats était chez nous, maintenant voilà, on est en rupture des stocks. Mais voilà, donc notre ligne éditoriale c'est plutôt sur les jeux familiales en néerlandais, comme voilà, les joueurs experts en Hollande et dans la partie néerlandophone de la Belgique, ils se trouvent très à l'aise avec l'anglais. Et on a des remarques de boutiques qui présentent Terraforming Mars en néerlandais, Terraforming Mars en anglais. Et voilà, je dirais 70% du temps c'est Terraforming Mars en anglais directement. Et donc voilà, mais quand même ça reste un classique. Donc ça marche aussi en néerlandais, Terraforming Mars, mais c'est voilà, Terraforming Mars, c'est le grand classique. C'est un grand classique. Forcément, il est dans les deux langues. Et celui-ci, vous avez des questions dessus, on les a vues passer rapidement, on va revenir sur Terraforming Mars, alors il faut que je m'en rappelle parce que c'était au début de l'émission, mais l'une des premières questions c'était est-ce que vous allez proposer tous les goodies, tous les contenus, il y a tellement de choses, et il y a beaucoup de collectionneurs sur Terraforming Mars, beaucoup de personnes qui ont envie de tout avoir, tout le matériel.
Oui, alors j'ai une réponse très facile. En tant que goodies, il y a des petits paquets de cartes saisonniers qui Frix sortent à chaque année. Ils sont disponibles en anglais sur leur site pour l'achat. Nous, on les traduit en français, mais notre politique, c'est de les donner gratuitement sur les salons. Vous ne les vendez pas, ceux-là? On ne les vend pas. Et parfois, si un tournoi Terraforming Mars est organisé, voilà, je profite pour la Coupe de France Terraforming Mars, donc Thibaut et JB qui organisent cette manifestation qui aura lieu, je pense, début novembre, si je ne me trompe pas. Voilà, dans ces cadres-là, on donne aussi les cartes promo, mais voilà, ça c'est tout. Donc voilà, venez nous voir au festival ou voilà, vous pourrez entrer dans un tournoi Terraforming Mars. Et récemment, on l'a aussi offerte aux boutiques avec une offre, toujours gratuitement. Oui, donc, bien sûr. Donc c'est donné aux boutiques. Alors les commandes du Terraforming Mars, elles en récupèrent en plus et elles peuvent les distribuer comme elles le souhaitent. Oui. Voilà. Dans les cadres des offres commerciales, bien sûr. Mais voilà, dans le cadre de ces offres, les petits paquets sont offerts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les chercher. Voilà. Interagit toujours avec les boutiques et après les boutiques ils parlent avec nous. Ça c'est important pour nous de relancer et soutenir les boutiques. Donc voilà. Terraforming Mars est un de mes chouchous de tous les temps, nous dit Elodie Marie, elle y joue beaucoup, ce jeu est géant. Ouais, forcément, ça a changé beaucoup de choses. C'est aussi d'une certaine manière un jeu qui a permis c'est une étape parce que Ark Nova est aussi un héritier de Terraforming Mars. Ça a amené à la fois une simplicité dans les jeux experts avec cette possibilité de faire ces tableaux de cartes avec toutes les cartes que l'on récupère qui partent dans des directions complètement différentes et les différentes extensions qui se sont rajoutées. Probablement mon jeu numéro 1, nous dit Ombre Lame. Voilà. Nous sommes joueurs de jeux COP à la maison, nous dit Elena Joue, et on joue à Terraforming Mars. Je remercie Goldopatou qui a renouvelé son abonnement également. Oui, c'est la configuration en fait coopérative de Terraforming Mars RS. Voilà. Y a-t-il prévu une nouvelle boîte COP? Alors un petit mot quand même, tu voulais parler aussi de... on vous a reproché à un moment les ruptures de stock sur Terraforming Mars parce que le jeu n'est pas toujours disponible en boutique. Il y a une particularité en termes d'impression sur ce jeu. Oui, on a droit à imprimer une fois par an. Vous vous rendez compte? C'est quand même compliqué de gérer dans un jeu comme ça qui peut se vendre de manière très variable selon les années, ce qui a été le cas des années précédentes. Vous avez le droit à un tirage par an. Un tirage par an et sur les jeux et toutes les extensions tout d'un coup. On cherche à agrandir notre quantité à chaque année. Mais voilà, il faut bien comprendre que un tirage assez conséquent, car sur Terraforming Mars, on est en train de parler des chiffres qui doublent. À 5 chiffres, c'est des tirages à 5 chiffres. Et voilà, c'est une facture qui arrive après. Il y a la facture, mais il n'y a pas que la facture. C'est un aspect des choses, parce que à la limite, la facture, on pourrait emprunter, se débrouiller. Ça, c'est une gestion qui est compliquée, complexe, mais quand on sait combien on va en vendre, c'est plus facile. La difficulté derrière, c'est qu'il faut savoir combien vous allez vendre de chaque jeu, extension comprise. Les personnes qui nous suivent ne doivent pas comprendre forcément ce que ça signifie, ça, parce qu'on se dit, vous êtes éditeur du jeu, pourquoi vous faites qu'un tirage par an, pourquoi vous n'avez le droit, c'est quoi? C'est pas l'usine qui vous bloque, c'est pas vous qui tirez en réalité, c'est l'éditeur d'origine qui fait les tirages. Qui fait les tirages. Ils ont décidé de faire un tirage par an. Ils ont leur raison, mais voilà, nous on a cette contrainte et à chaque année, on imprime plus et à chaque année, il termine plus vite que l'année précédente. Ça, c'est une surprise, parce que normalement, un jeu, tu fais un très gros tirage la première année, la deuxième année, tu te dis, je retire ou pas? Allez, je retire un petit peu, mais tu tires un petit peu moins, et un petit peu moins l'année suivante. En fait, là, c'est l'inverse. Chaque année, il faut en tirer un petit peu plus, parce que ça se vend de plus en plus. Oui, l'année passée, c'était un problème, car on a terminé les stocks fin septembre, début octobre, donc jusqu'avant Noël. Et voilà, on a reçu notre stock en juin. Cette année-là, on a aussi reçu notre stock en juin, mais si on avait tiré comme l'année précédente, on était hors stock en août. Donc,
Donc là, pour l'instant, il devrait pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Il devrait y avoir pour Noël. Il ne devrait pas y avoir de soucis cette année. Pas avoir de Noël, des soucis. Vous avez pris des risques, vous avez tiré plus. Mais le problème, c'est que là, on parle évidemment de la boîte principale, mais il y a aussi des extensions. Donc les extensions, il faut réussir, c'est un peu au doigt mouillé quand même, se dire bon, ben, je vais prendre des risques, forcément, je vais sortir une grosse somme d'argent pour faire le tirage, et j'espère qu'il va falloir ajuster les différents niveaux en espérant que tout soit disponible en permanence pour tenir jusqu'au prochain tirage. Le prochain tirage, donc c'est Frixelius Game, c'est Frix Game. Hein, Frix Games. Frix Game, donc qui est l'éditeur d'origine qui fait tous ces tirages au même endroit, dans la même usine, pour toutes les langues. Donc chaque éditeur doit se débrouiller dans les différents pays dans lesquels il distribue. Et c'est un vrai calcul, c'est une vraie difficulté, et c'est pas le cas de tous les jeux. C'est pour ça que forcément, quand je comprends, hein, moi, quelqu'un qui essaie de se procurer un jeu et qui comprend pas que ce gros succès ne soit pas disponible, mais les conclusions sont pas les mêmes. Il faut faire ses courses de Noël chez Atrafin en août. Et Ludimarie dit, parce que le tirage, il arrive quand? Le tirage, normalement, il arrive mai-juin à chaque année. On doit donner notre chiffre normalement en novembre. On peut le retoucher un peu en janvier. Et donc voilà, juste pour donner un petit peu aussi la tempestique, c'est pas. Juste pour terminer sur Terraform et Mars, je voulais remarquer qu'il y en a disponible les extensions pour la Big Box, car ils ont fait la Big Box et après ils ont rajouté des extensions, des extensions en plus, donc la Big Box n'était pas assez. Il est déjà disponible en boutique, une sorte d'extension de Big Box pour pimper votre Big Box, et en alternative pour les gens qui n'ont pas la Big Box, qui ne veulent pas prendre la Big Box, on a aussi sorti une boîte vide pour contenir toutes les extensions. Donc vous pouvez faire en sorte d'avoir la boîte de base et ces petites boîtes vides où vous pouvez ranger tout le reste des extensions dedans. Ça, c'est aussi disponible. Et ça va être disponible. On est sur Terraforming Mars, les jeux de dés. Ah oui, parce qu'il y a deux autres jeux. Il y a le jeu de cartes et il y a le jeu de dés aussi qui sont disponibles. Oui. La nouvelle extension Mission. Donc, ça va être... zoomer un peu cette caméra. C'est vrai que là, j'avais pas zoomé. Attendez. Pas de souci. On va la zoomer. Ah, mais c'est parce que c'est pas celle. C'est pas celle-là, c'est pas grave. Okay. Regarde, non, mais elle est là quand même. C'est juste que j'ai mis deux caméras ce matin. Parce qu'on prépare un truc juste après. C'est la directeur. Voilà. Alors, voilà, c'est Terraforming Mars Mission, jeu de dés Mission, et ça c'est une extension qui va sortir à ASN où vous rajoutez des dés violets et des cartes mission, ainsi que des nouvelles cartes projet et des nouvelles corporations. Voilà, et c'est une petite extension qui va sortir pour SN, juste pour terminer avec aussi des nouveautés de Terraforming Mars. On ne parle pas tout de suite de Terraforming Mars Legacy, car c'est quelque chose pas de Terraforming Mars Legacy. On n'en parle pas, mais vraiment on l'attend avec beaucoup d'impatience quand même. Il y a tellement de questions sur Terraforming Mars, on les pose forcément. Alors je reviens en fait sur ce rapport à Frix Game, qui est l'éditeur d'origine, qui est situé où d'ailleurs Frix Game? En Suède. En Suède, c'est un éditeur suédois. Forcément vous êtes lié à ça. Alors il ne s'agit pas de s'excuser non plus, mais simplement de vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que quand Ludimarie nous dit qu'il faut faire ses courses avant Noël chez Atrafin en août, normalement non, vous essayez d'être à jour et d'avoir tout ce qu'il faut. En fait, vous êtes un peu victime quand vous n'avez plus de jeu sur la fin d'année. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de tenir jusque mai-juin. C'est ça. Donc visiblement cette année le calcul a été meilleur. En tout cas, la prise de risque vous permet de tenir plus longtemps. Mais c'est une particularité. Forcément, les relations ne sont pas les mêmes avec tous les éditeurs. Il y a des éditeurs qui vont tirer plusieurs fois dans l'année. Ouais. Et c'est assez logique même. Un éditeur comme vous l'êtes peut-être d'ailleurs sur Ibris, quand son jeu fonctionne, vite on essaie de relancer les tirages pour ne surtout pas être en rupture de stock. C'est ça. C'est sur ce jeu-là, c'est particulier, ça s'explique. Et on est content de vous l'expliquer. Ça me semble totalement logique de faire une impression unique, sinon les coûts exploseraient. Alors oui, pour toutes les langues, vous voyez, ça arrive souvent en réalité. On l'a souvent vu dans les localisations, on a souvent ce cas de figure. Mais par contre, généralement, les éditeurs font, parce qu'il y a quand même énormément de demandes sur Terraforming Mars, il y a des tonnes de pays qui sont concernés. Ils font plusieurs impressions dans l'année, pas une seule fois dans l'année. Oui, c'est ça. Mais voilà, je répète, c'est vraiment... Voilà. La localisation, ça fonctionne différemment à chaque éditeur et à son histoire. Par exemple, je reprends Cartographers, là on a les droits de faire une impression quand on veut, où on veut.
Ah oui, où on veut, parce qu'il y a aussi cette question là, vous n'avez pas le choix. L'usine a changé d'ailleurs sur Terraforming Mars. Elle est plus, vous n'avez pas la liberté de choisir votre usine. Sur Caterpillar, par contre, on a le droit de décider aussi l'usine, et voilà, on a imprimé en Espagne. J'y reviens. Donc voilà, ça change vraiment éditeur d'éditeur et aussi éditeur dans les temps. Il peut changer aussi sa politique. Voilà. Mais voilà. Rachel a des questions très spécifiques. Est-ce qu'il y a un pays dans lequel Terraforming Mars marcherait moins? Ou je sais pas. C'est compliqué de savoir, ouais. Je sais pas. Je crois qu'au Bangladesh, c'est pas. Il faut que je sais rien. Je sais pas. Mais oui, grand classique Terraforming Mars, on vous en a forcément parlé. Le Legacy, moi, ça me tente, hein, celui-ci. T'as eu l'occasion de voir des choses, toi, déjà, ou pas encore? Moi, non. Mon collègue, oui, mais je peux pas le dire. On peut pas le dire. Bon. On va attendre, mais forcément il y aura un raz-de-marée hein, sur ce Legacy. Il va y avoir énormément de joueurs qui vont plonger dans le jeu au moment où ça sera annoncé, où ça arrivera. Forcément, on va suivre ça avec beaucoup d'impatience. Donc il y a d'autres gammes hein, dont on va reparler. Mais maintenant, je te propose de passer peut-être aux nouveautés de la fin d'année. Oui. Il y en a quelques-uns qui sont derrière nous et on va s'attarder un petit peu dessus. Et puis je vais vous faire voter. Vous allez pouvoir utiliser votre application pour nous dire ce que vous attendez le plus. Alors, petit préambule quand même pour ceux qui regardent en direct, on a lancé l'application hier, on a laissé les votes actifs, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à voter pour les jeux qu'on vous a présentés hier, donc vous aurez tout simplement plein de jeux en parallèle, c'est pas grave, hein. Vous avez le temps de regarder la vidéo, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout de suite, c'est pas du tout gênant, simplement je vais rajouter à la liste des jeux dont on parle cette semaine quelques jeux qui arriveront un peu plus tard, les jeux qui sont chez Intrafin, et ça nous permet de voir votre ressenti. Je pourrais te dire après l'émission quel est celui que les joueurs attendent le plus. Ça dépend évidemment de notre présentation. Si tu veux, je les mets en pause, nous dit Johan. Non, laisse-les, je pense que c'est pas gênant. Tu fais comme tu veux, Johan. C'est comme tu veux, parce qu'en fait, cette émission, elle sera aussi en replay. Simplement, il y en aura un peu plus. Ça sera l'ensemble des jeux dont on a parlé cette semaine. C'est aussi simple que ça. Alors, vous verrez le lien hein, qui s'affiche, je ne m'attarde pas davantage sur l'application, il va s'afficher à chaque fois que je lancerai un vote sur le chat pour ceux qui sont en live et pour ceux qui sont en replay, c'est indiqué dans la description de la vidéo. On commence par lequel? Le premier qui sort, c'est Aquaria, c'est ça? Oui, en fait, on a 3 jeux qui sortiront au même moment, dont les premières c'est Aquaria, les moments c'est juste après Essen. Ouais, c'est la grande période des jeux experts. Début novembre. Aquaria, c'est un jeu édité par, à la base par Delicious Game, ouais, donc la boîte de Vladimir Suki avec laquelle il a imprimé son chef d'œuvre, Underwater Cities. Et voilà, je pense... C'est son chef d'œuvre, Underwater Cities? Il y en a quelques autres. Hein. Il y en a quelques autres, mais je pense que, voilà, dans la communauté jeux experts, Underwater Cities quand même, il est très bien coté. Voilà. Petit étoile, on vient de le réimprimer, donc il est à nouveau disponible. Donc c'est son chef-d'œuvre. Mais voilà, Aquaria, c'est un jeu par contre par Thomas Olek, donc le même auteur de SETI. Oui, Thomas Olek, on a beaucoup joué à SETI l'année dernière, cette année, enfin les 12 derniers mois, et cette fois-ci, il revient mais avec un jeu plus léger que SETI, parce que SETI, c'était pas si compliqué, SETI, c'était surtout long. Ouais. Oui, là, on a joué hier, c'était même pas 1 heure, je pense. Ben oui, c'était assez rapide. On construit son aquarium, dis donc. C'est un thème qu'on n'a pas l'habitude de voir. On construit et on essaye de faire vivre nos poissons à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et voilà, il y a bien sûr des différentes mécaniques. On a 5 actions parmi lesquelles on peut choisir. Voilà, entretenir l'aquarium, mettre à point le filtre. Voilà. Mais ça se joue normalement avec des cartes poissons, des cartes plans qui on doit placé sur notre aquarium. Et voilà. Méthode X, je suis pas sûr de la DA. Moi j'aime bien la DA, je la trouve très chouette. C'est un petit côté, ouais effectivement, oui, c'est un peu vintage. Voilà. C'est vintage, mais j'aime bien. Et il y a aussi voilà, le nourriture pour poissons français sur la boîte. French Fish Food. French Fish Food. Sur ce jeu. Merci à Fanny Desvolcans, je vois, qui a renouvelé son abonnement il y a 6 minutes. Oh. L'extension du jeu de dés est dans ma wishlist, nous dit-elle, sur Terraforming Mars. Donc Aquaria, je vous montre l'image. Oui, parce qu'on on a joué un petit peu hier, donc on a eu l'occasion. Voilà, on ne va pas l'installer là sur la table, mais regardez à quoi ça ressemble grosso modo. Là, c'est la vue de côté. Quand vous voyez tout le matériel, vous avez chacun votre petit aquarium individuel sur lequel vous allez placer vos poissons que vous allez récupérer. Donc les poissons, ils sont posés ici, là, sur le côté, dans un marché commun. Ils permettent ils ont un coût.
en oxygène. Souvent, on a une jauge d'oxygène qui est là sur le côté, vous la voyez pas très bien, mais je vais vous montrer d'autres images juste après. Vous allez la dépenser, l'utiliser pour récupérer des poissons que vous posez, donc gestion de ressources, on les récupère, on essaie d'en avoir suffisamment d'oxygène, et ensuite il y a des effets sur les cartes, donc il y a de la combo de cartes qui s'organise sur votre aquarium, puisqu'à la fin de chaque manche, à la fin des 4 actions qu'on va réaliser, on aura la possibilité d'avoir des revenus qui sont associés aussi aux cartes qu'on a posées. Et en plus, voilà, il faudra nourrir ces poissons, et en revanche, ils nous donnent des points de victoire, bien sûr, comme tous les poissons. Voilà, je rigole un peu, mais voilà, la mécanique, voilà, il y a des différentes façons de marquer des points de victoire. On peut dire que c'est un petit peu, voilà, pas une salade, mais voilà, je le trouve très agréable, très classique. Et voilà. Alors très classique, tu me l'as dit ça hier, c'est pas un défaut que tu es en train de nous dire sur le jeu, c'est une particularité du jeu. Là, vous êtes en train de vous demander, peut-être, je vous ai lancé le vote sur le chat, peut-être vous vous dites, est-ce que ce jeu m'attire ou pas? Donc je vais insister sur 2-3 petites mécaniques qui sont rigolotes. Au début du jeu, vous voyez que vous avez des poteurs tout autour de votre plateau. On va vous demander d'essayer de les placer sur une couleur donnée. Donc ça, c'est une mécanique que j'ai bien aimée, celle-ci est assez originale. Celui-ci, par exemple, il faut essayer de le placer sur le jaune, dans ce tour-là. On essaie de tout mettre sur le jaune. Et vous voyez que ça ne va pas être simple, parce qu'au début de la manche, vous avez 4 actions à faire, ils sont sur la couleur en face, donc il va falloir les retourner. Et à chaque fois qu'on pose un poisson, on a très souvent une petite icône, comme celle-ci qu'on voit ici, qui vous dit vous pouvez tourner un des poteurs dans la ligne ou dans la colonne du nombre de crans indiqués sur l'icône. Donc l'une de vos réflexions, c'est d'essayer de tourner ces poteurs pour avoir le bonus à la fin de la manche qui correspond. Ça, ce sont des mini-objectifs en fait, et voilà, je trouve le plus satisfaisant, c'est d'acheter avec ceci de la nourriture pour pouvoir nourrir le poisson. Voilà, pour nourrir les poissons, c'est très important, très important. Ça, c'est une des mécaniques du jeu. Je vais en citer une deuxième. Première mécanique, donc ici, par exemple, il y a des ressources qu'on peut obtenir, mais je ne vais pas m'attarder sur toutes. Il y a les cartes, on vous les montre très rapidement avec les différents bonus. Là, ici, on voit le coût en oxygène, donc il faut réussir à récupérer de l'oxygène. En dessous, le nombre de crans qu'on peut utiliser pour nos poteurs dans la ligne ou la colonne, et un gain qu'on peut avoir, donc de la nourriture, une perle qui permet de faire des meilleures actions. Deuxième mécanique sur laquelle je vais m'attarder, tiens, j'ai pas pris d'image du plateau, là on le voit d'un peu loin, mais c'est pas grave. Je vais vous résumer sur ce plateau comment ça fonctionne. Ici, vous avez 5 actions, même 6 avec cette centrale, 6 actions disponibles, ça n'arrête pas, ça augmente tout le temps. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire une action. Alors, elles sont de types différents, forcément, dans les jeux de ressources de ce type-là. On peut soit acheter des cartes, poser des cartes, avancer sur telle piste ou telle autre, ou la dernière, c'est acheter de l'oxygène. Voilà, ce sont les 5 actions très de base. Simple, vraiment très simple. Et ça permet aussi d'insister sur le fait que oui, c'est un jeu qui n'est pas très complexe à expliquer. Non. Ça s'explique, je pense, en moins de 10 minutes, et on peut le jouer directement. Voilà, ça c'est la particularité de ces jeux. Et voilà, les roues, ça fonctionne, il y a une mécanique très chouette, il y a des roues qui tournent, et à chaque fois qu'un joueur se pose sur cette roue, il va pouvoir marquer les bonus indiqués par la flèche, et après il va tourner la roue. Comme ça, la flèche va indiquer un nouveau bonus. De cette façon, les prochains joueurs vont marquer un bonus différent. Donc, il y a aussi ces courses pour obtenir les bons bonus, qui je trouve aussi une mécanique très agréable. Alors vous êtes déjà 70 à avoir voté, je vous ai mis le petit logo en face, et je suis assez surpris parce que je vois que ça attire pas forcément que les joueurs experts, ça attire un peu tout le monde comme jeu. Là, on n'est pas sur un jeu peut-être un peu moins expert que ceux que vous proposez d'habitude. Et donc voilà, sur ces différentes actions, en fonction des perles que vous avez reçues, vous allez pouvoir faire des actions plus ou moins complexes. Ça s'appelle Aquaria, c'est le premier jeu qu'on vous présente aujourd'hui qui sort fin octobre. Fin octobre, début novembre, oui. Voilà, jusqu'après. Très vite. Ça vient très vite parce qu'on est déjà presque en octobre. Voilà. On passe au deuxième. On passe au deuxième, ça me paraît une très bonne idée. Alors, deuxième jeu dont on vous parle aujourd'hui, il s'agit de... On monte d'un cran en niveau de difficulté, là je vous cache pas. Voilà, Tebai. Tebai, donc celui-ci c'est un David Turci, vous connaissez David Turci, c'est un des auteurs stars des joueurs de jeux un peu experts, et on est dans l'univers, dans la ville de Thèbes, voilà, en Grèce. C'est la mythologie, donc voilà, le roi Édipe, il a dû quitter la ville après
avoir tué son père sans le savoir, Oh. marié sa mère sans le savoir. Ah. Il a laissé les pouvoirs Ça peut arriver à tout le monde. Oui, à ses 2 enfants, mais les 2 enfants voilà, ne sont pas d'accord. Donc ils ont fait la guerre, ils ont détruit Thèbes en faisant ça. Maintenant, il y a un frère hors de la ville, il y a un frère dans la ville qui cherche à la reconstruire et la protéger de son frère qui arrive, qui veut la conquérir encore. Voilà, c'est un jeu très, 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 très bien pour moi. Alors, on commence à voter là sur le chat. Attendez un peu qu'on vous en ait parlé quand même. Je Oui. votais en fonction de notre présentation aussi, mais le vote est déjà activé. Bien, certains qui connaissent déjà ce jeu, qui se sont renseignés, j'imagine. On y a joué hier avec Aline, qui est moins joueuse de jeux experts en général, mais elle a beaucoup aimé. Elle me dit waouh, c'est vraiment chouette celui-là. On n'a pas eu le temps de finir la partie. Peut-être après. Peut-être après, on verra si on se relance dans une partie. Oui. Là, ça c'est notre partie, ça, celle-ci. Ouais. J'ai pris une photo en cours de route. Regardez le matériel et comme il est chouette déjà. Il y a un plaisir de manipulation du matériel. C'est un critère. Regardez, il y a même Aline qui est présente, qui réfléchit activement. Il y a pas mal de pistes et d'éléments qui rentrent en compte sur ce jeu. Mais le plaisir du matériel est important. Il faut le signaler. Vous avez ici, là, c'est des tuiles, mais c'est des tuiles en bois. Oui, en bois. Donc, on a aussi un point sur la boîte, vous ne pouvez pas le ressentir, mais oui, voilà. Là le poids est assez élevé, pardon, vous voyez quand on pose la boîte sur la table ça fait du bruit, c'est un gros jeu. Dans ce jeu-là, je te laisse le présenter parce que tu le feras mieux que moi. Alors voilà, chaque joueur représente donc une famille assez aristocratique, des nobles, qui cherche à aider les rois à la fois à reconstruire la ville et à la fois à la protéger des assauts de les frères qui est hors de ville. Donc, chaque joueur a son plateau où il peut jouer des actions, là où il n'y a pas de tuiles. Et une des actions, c'est bien sûr prendre une tuile et la poser sur la ville pour la reconstruire. Chaque tuile est un petit quartier de la ville, si vous voulez. Et il peut jouer donc avec un dé qui a une puissance qui est fixée au début de la partie. On ne va jamais rouler des dés dans ce jeu-là. Oui, les dés permettent d'indiquer sa puissance en réalité. On les retourne quand ils évoluent. Au départ, c'est 1. Et puis après, ça va monter. C'est rigolo parce qu'on a du 1,5, 2, 2,5. Oui, c'est passé par les demi. Et les dés, donc, on peut les poser soit sur notre plateau pour faire notre action, soit sur la ville pour prendre les bonus d'une tuile ou de 2 tuiles qui sont à côté. Alors là, on voit le plateau individuel. On va le montrer quand même parce qu'on a du plaisir à voir qu'au-dessus de chaque dé, ici, on a posé le dé rouge. Ça, c'est le mien. J'avais joué mon dé rouge sur cette action. Ici, mon dé blanc, en fait, parce que vous voyez que l'écriture est blanche dessus. On a 2 types de dés, les blancs pour pouvoir faire les actions, les noirs pour pouvoir faire les combats. Et j'ai pu déclencher l'action qui est juste au-dessus. Mais au départ, j'ai accès à 3 actions uniquement. Donc vous avez un développement, et ça, les joueurs vont se retrouver là-dessus, les joueurs experts, le plaisir de libérer des espaces pour avoir de nouvelles actions disponibles à leur tour, de plus en plus utiles, de plus en plus fortes. Donc là, on était encore en début de partie, j'avais accès à 5 actions uniquement. Là, ce sont les tuiles, vous ne voyez pas la 3D, mais elles sont en volume. Ces tuiles qu'on va disposer sur le plateau central où on peut également faire des actions, cette fois-ci en plaçant les dés entre 2 tuiles. Entre 2 tuiles, on peut faire l'action d'une tuile gratuitement ou l'action de 2 tuiles en payant un prix qui correspond en fait à la puissance des dés qu'on va poser. Et la deuxième action qu'on va faire, c'est placer aussi les petits bonhommes qui s'appellent les archontes. Des petits bonhommes là, qui vont se poser directement cette fois-ci sur les tuiles qu'on a posées sur le plateau central. Et alors, il y a une mécanique entre ces dés et ces archontes qui est super intéressante parce que ces dés, leur valeur va augmenter en fonction des archontes. Oui, en fait, l'archonte, la première manche, on les pose juste sur la tuile, on prend l'action, mais à partir de la deuxième manche, l'archonte va pouvoir bouger dans la ville. Elle peut bouger gratuitement, on dit, si on a un dé qui est adjacente. Il faut payer un prix s'il veut sauter, mais on peut sauter uniquement une fois. Et voilà, si on saute sur un dé qui est à nous, alors la valeur du dé va diminuer. Et ceci va diminuer à moins de 1, ce sont 3 points de victoire négatifs. Par contre, si on saute sur un dé d'un adversaire, sa valeur va augmenter. Et voilà, un dé qui augmente sur la ville au maximum va après pouvoir aller sur l'autre plateau
qui est un plateau à côté avec des monuments, ça s'appelle les conseils. Qui est ici, là, de ce côté-là. Exactement. Et ça nous permet en fait de gagner d'abord des points de victoire, mais ensuite à la fin de la phase destin d'un tour où il y a un combat, donc il y a les combats, ensuite les dés qui sont dans les conseils, ils vont pouvoir se mettre sur un monument et de cette façon ils vont réserver pour les joueurs en façon de scoring fin partie asymétrique. Donc imaginons pour exemple qu'il y a un joueur en train de vider son plateau sur la ligne rouge, eh bien si c'est bien se va se positionner, il va pouvoir profiter de cette configuration pour marquer des points de victoire pour chaque espace rouge qu'il a vidé. Là, c'est une mécanique très intéressante, je trouve. Et l'interaction entre l'archonte entre l'archonte et les dés qui sont sur les plateaux, car voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais monter un dé d'un adversaire plutôt que diminuer le mien pour prendre la même action, ou qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est très intéressant. Alors il y a plein de choses à l'intérieur de ce jeu, on ne vous a pas tout expliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux aspects. Déjà, moi j'aime bien ces mécaniques que j'ai pas vues ailleurs en fait. Hein, ce petit casse-tête de se dire, oh là là, il faut surtout pas que je passe par-dessus mon dé parce que je veux les réduire, je vais perdre de la force. Quoique ceci dit, de temps en temps, ça peut être intéressant. Hein, si on veut garder un dé de combat sur le plateau pour pas qu'il sorte du plateau, ça peut être intéressant de sauter par-dessus. Ça peut être intéressant, oui. Là c'était Kialing avait fait. Ah bah elle m'a fait un coup de vache, elle m'a enlevé mon dé juste avant le combat. Super, merci Aline. Et j'ai pas pu le garder. En fait, voilà, il a transformé ton dé en stratégos, qui est quand même un guerrier. Oui, il a servi bien sûr, mais bon, ça m'a pas arrangé, j'ai pas gardé le dé pour le combat suivant. Oui, c'est ça. Donc il y a cet aspect-là, vous l'avez repéré, il y a des petites couleurs sur les angles des tuiles, donc effectivement quand on les place, ça c'est des petites mécaniques en plus qui se rajoutent, qui vous amènent des réflexions, vous faites rien au hasard, il y a plein de petites mécaniques, il y a un plateau à côté également sur lequel vous allez récolter des choses, il y a plein de petites mécaniques qui se rajoutent les unes aux autres, c'est ce qui en fait un jeu expert, c'est ce qui fait que vous allez progresser d'une partie à l'autre et réussir des coups avec une vraie interaction entre les joueurs, notamment sur l'aspect combat. On combat pas les autres, hein. On combat un ennemi commun qui arrive sur le plateau. C'est des sensations qu'on a ressenties déjà dans certains jeux par le passé, qu'on retrouve là. J'aime bien quand c'est un ennemi commun avec une part de hasard aussi qui arrive. Ça me fait penser à ce jeu de... zut, je me souviens plus du nom, mais cette sorte de mini-ville expert. Bon, bah, ça va pas me revenir là, c'est pas grave, je suis pas très efficace là-dessus. Ce jeu-là est assez simple en réalité en termes de règles, c'est juste simplement qu'il y en a pas mal. C'est ça qui rend le jeu expert, mais par contre, il n'y a pas de difficulté particulière à les comprendre, ces règles-là. Ça va pas être trop compliqué. Great Wall nous dit Rachel, je pensais même pas à ça, tu vois, je pensais à un grand classique du jeu, et vraiment, il n'y a rien que... Je me raccroche à rien pour retrouver le titre du jeu que je cherche. Je sais pas comment le retrouver. On enchaîne. Cette matinale est un petit peu longue, mais on a plein de jeux à vous montrer. Il nous en reste 3 à vous montrer. Le suivant, c'est... Voilà, on va prendre Fourmi. Fourmi, ouais, pourquoi pas. Ah bah ça va intéresser Johan, parce que Johan est un expert des jeux de fourmis, vous le savez, avec Myrmes, qui reviendra l'année prochaine, je crois. Bah, un autre jeu de fourmis qu'on vous propose avec... une fourmilière aussi à gérer, et là aussi vous allez partir à l'extérieur de cette fourmilière, vous allez avoir la possibilité de faire de l'exploration, de lâcher des phéromones, ça c'est des mécaniques qu'on retrouve souvent dans les jeux de fourmis. J'ai bien aimé celui-ci, un petit aspect, ça m'a bien accroché, un aspect programmation comme souvent dans les jeux de fourmis. Oui, voilà, c'est un jeu déjà qui on peut, voilà, si on regarde la boîte, on pense tout de suite au Rat de Wistar. Oui, c'est vrai, c'est la même DA. Direction artistique de Candida Corsi et Sarah Valentino, ce sont les deux mêmes illustratrices. Là, on est aussi dans le domaine des animaux intelligents, des fourmis, et on cherche à devenir la colonie la plus puissante du jardin. Il y a un plateau personnel qui... Alors ça c'est le jardin, là on voit le plateau commun qui est au centre du terrain où vous allez vous développer. Alors ces fourmis, elles sont représentées par des petits cubes. Chacun a... Non, c'est pas les petits cubes, c'est les petits ronds. Les petits ronds, pardon, oui, les petits cubes, c'est les phéromones plutôt. Non, c'est les ressources. C'est les ressources, oui. C'est n'importe quoi. Non, pas de soucis. Hein. Voilà. Et après, on a les plateaux perso, je sais pas si... Ça, c'était la partie d'hier, et le plateau perso qui est ici, juste en bas, c'était le mien, je pense, celui-là. Oui, c'est les miens, je ne me rappelle plus, mais en tout cas,
si on regarde les plateaux perso, on peut voir sur la gauche les 3 stades d'évolution des fourmis, des œufs en bas, des larves au milieu et des fourmis formées. Là, il n'y en a pas. Et les fourmis formées, ce sont notre ouvrières en fait qui vont pouvoir performer les 3 actions qui sont tout en haut. Donc creuser pour développer la chambre de la reine, qui c'est juste... La chambre de la reine, elle est juste ici. Oui. Alors il y a plusieurs mécaniques qui s'intègrent. La première, tu l'as cité effectivement, c'est le fait on a un certain nombre de fourmis qu'on va pouvoir utiliser sur le plateau principal, on va les faire sortir, et ce nombre, on va le programmer d'une certaine manière, parce qu'en fonction des actions que vous allez faire, des cartes que vous allez poser, parce que c'est un jeu qui est aussi régi par les cartes, oui. Vous allez avoir la possibilité d'avoir plus ou moins de nouvelles fourmis qui se préparent d'œufs qui vont être pondus et qui vont remonter et venir dans vos actions futures lors des prochains tours. Ouais. Alors, la difficulté, c'est qu'il faudra les nourrir, ces larves. Ouais, là, j'ai eu du mal. Sur mon début de partie, j'ai fait plein d'œufs, j'étais content, puis après, au moment de nourrir, je me suis dit, oh, bah, je vais prendre 2 points de malus, c'est pas grave, hein, parce que... Soit on prend des malus, soit voilà, les larves n'arriveront jamais à être des fourmis. C'est un petit peu triste, mais voilà, c'est la vie. Et voilà, ce sont des fourmis, donc ils ont 3 spécialisations: creuser, explorer, donc faire des actions sur les jardins, et... deuxième action sur les jardins qu'on peut faire, donc la troisième qu'on voit là, c'est aller chercher les ressources avec les fourmis fourragères. Les ressources qui sont présentes, donc c'est les petits cubes là que l'on va récupérer sur le plateau principal. Je vous ai montré quelques cartes. Ces cartes-là, ça régit le jeu, et c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir sa main de cartes et de choisir laquelle on va pouvoir poser à son tour de jeu avec alors des objectifs qui sont assez simples, assez lisibles. Ça, c'est quelque chose qui permet d'orienter les joueurs quand on se lance dans une partie, c'est de savoir mais où est-ce que je vais, dans quelle direction j'essaye d'aller. Déjà, on sait qu'il va falloir qu'on récupère des ressources pour pouvoir nourrir nos fourmis, mais en plus, il y a des petits objectifs qui sont placés là en haut de votre plateau. Vous allez essayer de valider, ce qui va provoquer la fin de partie en fonction du nombre d'objectifs qui auront été validés en commun par les joueurs. C'est ça. Et ça peut vous donner des directions assez faciles à lire au début de partie. Oui. C'est un jeu... Encore moi, c'est mon coup de cœur pour cette année. Voilà, je peux le dire. Et voilà, la mécanique de cartes se régit assez bien, car avec les 3 actions principales, si on prend une des actions principales, les 3 que je viens d'expliquer, on peut à chaque fois piocher une nouvelle carte. Après, il y a des cartes qui nous font piocher des cartes aussi, des bonus qui nous font piocher des cartes. Et avec les cartes, on peut chercher aussi de faire une stratégie à côté pour placer en fait des cartes. Et voilà, je trouve que ça c'est aussi la magie de ce jeu, avoir aussi une sorte de badge à la Terraforming Mars aussi pour voilà, faire plein de choses, aller combattre des ennemis, car il y a aussi des ennemis sur les jardins qui s'ils sont vaincus, nous déclenchent des bonus. Voilà, c'est un jeu assez complet. Assez complet, pas si complexe en réalité. Alors ça fait partie de ce genre de jeu dans lequel les mécaniques, vous les comprenez au départ, vous comprenez tout sans aucun problème, vous avez compris ce que vous devez faire, et en même temps, au début de la partie, d'un seul coup, vous avez cette étincelle qui s'allume dans vos yeux, où vous dites « Ah bah, je peux faire ça aussi. Ah, puis il y a ça aussi. Oh là là, il va me falloir une deuxième partie parce que j'ai loupé des trucs. C'est pas si simple. C'est ce que j'ai vécu, moi, sur ma première partie. J'ai envie d'y rejouer. J'ai envie de faire un meilleur score sur ce jeu-là. Je suis content parce qu'on a la boîte en plus, donc on aura l'occasion de rejouer. Merci à Host Politique qui a lancé un raid sur la chaîne qui débarque là en plein live sur cette chaîne. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente cette chaîne sur laquelle on parle de jeux de société. On reçoit les acteurs du monde du jeu de société. Ce matin, nous sommes avec Giordano. On vous parle d'Intrafin, la maison d'édition qui nous amène plutôt du jeu expert. Ce matin, c'est plutôt du jeu expert dont on vous parle, mais ce n'est pas le cas tous les jours. Quelques jeux qui sont... Os Politique, ça parle d'actualité, bien entendu, de politique également. Là, on parle de Fourmis, c'est un jeu dans lequel les relations sociales sont importantes entre nos différentes fourmis. Et en plus, on vote pour les jeux. Et alors, ceux qui ont écouté la description du jeu Fourmis, ici, ont voté assez... C'est marrant parce que les stats sont très équilibrés entre les joueurs experts, tu sais, c'est ceux qui sont en violet, les joueurs initiés et les joueurs... Je ne suis pas si surpris que ça, en fait, qui sont plus amateurs de jeux d'ambiance. Ça signifie que c'est un jeu qui intéresse tout le monde, déjà. C'est un premier aspect. Et le thème, dans ce genre de jeu, permet aussi parfois de simplifier les règles. Quand on comprend bien le fonctionnement d'un jeu par rapport à son thème, on a bien compris que c'est une fourmi ouvrière va avoir... des actions à faire sensiblement différentes de la fourmi qui sera plus guerrière, ça permet d'alléger un jeu aussi, on l'a bien ressenti nous hier en jouant.
à ce jeu. On va enchaîner directement avec un autre jeu. Oui, juste pour terminer, ce jeu sera disponible courant novembre, car voilà, il a pris un petit peu le retard des bateaux. Il était censé d'arriver jusqu'après SN comme les autres, mais voilà. Il y a toujours ce jeu dans la logistique qui nous fait basculer, mais en tout cas, l'AVF va enchaîner jusqu'après la sortie de la VO à SN. Donc voilà, si vous voulez attendre pour l'AVF, il ne faudra pas attendre longtemps. Et aussi, demander aux boutiques de précommander des jeux. Car avec la précommande des jeux, on propose aussi une petite tuile supplémentaire. Ça vous fait une reine asymétrique, il y a des reines asymétriques, mais aussi une tuile ennemi, et l'ennemi c'est un rat de bois. Donc il y a les liens entre les rats de Wistar et fourmis. Donc précommandez en boutique, car ça va être pour vous. On va vous parler d'Echoes of Time, juste un truc pour tous ceux qui viennent nous rejoindre, qui ne sont pas forcément très gros jeux et qui se disent, là on va vous parler d'Echoes of Time qui est un jeu initié, c'est pas un très gros jeu non plus, mais simplement après, on va vous présenter en direct, on va y jouer, on va appeler Aline, on va jouer ensemble, on va vous faire jouer à Lightspeed Arena, et je sais, là il y a des personnes qui ne sont pas forcément très spécialistes de jeux de société, restez pour celui-là, vraiment. Ça va être très surprenant ce qu'on va faire juste après. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez sans doute jamais vu dans un jeu de société. On va se servir d'une application. Il n'y a pas de scoring. Il n'y a pas de difficulté à compter les points à la fin de la partie. Tout est fait automatiquement. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça va être assez impressionnant. Je le pose, on regarde Echoes of Time et on se lance dans une mini partie très rapide, parce que ça dure 5 minutes, de Lightspeed Arena juste après. Voilà. Echoes of Time. Alors ça, c'est un jeu régi par les cartes là complètement. On est sur un jeu de cartes avec une gestion du temps. C'est le nom l'indique bien, Echoes of Time. Vous allez pouvoir avoir des cartes qui vont évoluer. En fait, vous allez poser vos cartes. Vous connaissez les jeux de cartes à combo. Vous allez les poser sur votre plateau et en fait, vous n'allez pas les obtenir tout de suite. Vous allez les obtenir dans un certain nombre. J'ai envie de dire de tours, mais c'est pas vraiment des tours en réalité parce que vous allez pouvoir accélérer le temps qui passe. Ouais. Quand je pose, par exemple, je vais vous montrer pour le fonctionnement du jeu, vous allez le comprendre en 2 mots. Quand je pose cette carte-là, la carte perle mystique, on a une petite indication ici en haut. Vous avez un cartouche où ça vous montre déjà le coût en cartes que vous devez. Tout ce que vous payez, c'est les cartes que vous avez en main. Ouais. Il va falloir les défausser. Donc là, ça me coûte 2 cartes, je défausse 2 cartes. Ah zut, je les jouerai jamais. Mais en plus, ça nous indique à quel endroit du plateau je le place. Ici, c'est sur le sablier numéro 1, ça va, c'est pas trop cher en termes de temps. Mais parfois, vos cartes, elles sont situées sur le sablier numéro 5. Elles vont mettre un certain temps à arriver et pouvoir être activées. Voilà pour la mécanique centrale du jeu. Oui, c'est ça. La mécanique centrale du jeu, c'est en fait la première phase, à chaque tour de jeu, c'est la phase du temps, car cet élément, le temps, c'est aussi une obsession de l'un des 2 auteurs, Simone Lauciani, qui a cherché à l'intégrer dans ce jeu, donc cet élément que les joueurs ne peuvent pas maîtriser à 100%. Et dans ce jeu-là, il est représenté par ces tuiles coulissantes, et donc à chaque tour, ils vont faire basculer toutes les tuiles, et la carte de petit à petit va se rapprocher à la fin. Et au moment où la carte sort du plateau, alors elle vient en jeu chez nous. Et c'est aussi simple que ça. Et après, il y a des effets, il y a des petites actions, sûr, il y a des choses qui se rajoutent, mais le cœur du jeu, c'est ça. Là, on l'a expliqué, vous savez pratiquement jouer à Echoes of Time. Ouais. Bon, il faut retenir en plus que, indépendamment de la carte que vous posez, vous avez 2 actions par tour. Oui, 2 actions en tour, on peut décider soit piocher des cartes, soit jouer une carte, soit faire avancer les cartes sous les plateaux. Donc c'est un autre moyen d'accélérer en fait l'évocation en jeu de l'un de vos cartes compagnie. Et en fait l'interaction avec les cartes sources. Les cartes sources sont des cartes très puissantes qui sont au centre du plateau au début de la partie, qui vous devez chercher à conquérir, donc faire venir chez vous, et ensuite fortifier, donc empêcher aux autres joueurs de les voler, car c'est aussi une possibilité de voler des cartes aux adversaires. C'est un jeu assez simple en soi. La profondeur du jeu, ce sont les cartes, donc les combos que vous pouvez construire entre les artefacts et les personnages qui sont dans votre main et qui sont dans votre plateau, et ensuite qui sont en jeu pour vous. Et voilà.
vraiment un plaisir d'y jouer. Là, c'était ton plateau dans la partie qu'on a tournée hier. On a tourné une partie, vous allez pouvoir la découvrir sur la chaîne à l'approche de la sortie du jeu. Tu avais posé un certain nombre de cartes. Le déclenchement de fin de partie est amené simplement, il y a plusieurs conditions, mais l'une de ces conditions, c'est qu'un joueur a posé 12 cartes devant lui. Donc là, c'était déjà avancé dans la partie. Oui, je pense qu'on était presque à la fin. Oui, presque à la fin. Et vous avez même une petite vidéo qui vous explique sur le site. Oui, sur notre chaîne, on a créé une petite vidéo des règles. Voilà, c'est en anglais l'audio, mais on a mis les sous-titres en français. Et voilà, c'est une vidéo de 5 minutes 52. Et vous avez un petit peu les pitchs du jeu et la règle dans son intégralité si vous voulez jouer. Voilà. On nous parle sur le chat de Ancient Knowledge parce que ça y fait penser un petit peu. Alors, c'est pas le seul jeu dans lequel le temps rentre comme coût pour les cartes que l'on pose. Il y en a quelques-uns comme celui-là, mais celui-ci est assez récent, effectivement. Ça y fait penser. Et alors, je dois reconnaître quand même que cette astuce mécanique, là, je vous l'ai montré, de pouvoir faire glisser simplement des morceaux du plateau, c'est drôlement malin et ça fluidifie énormément parce que dans Ancient Knowledge, je vais tout déplacer. Moi, je m'y perdais un peu des fois. C'est pas très compliqué, mais des fois, je m'y perdais. Là, c'est tellement simple de voir les éléments avancer et en plus, l'élément qui sort du plateau, il a une icône qui a une importance. C'est une vraie grosse importance. Pour les combos, c'est très important, mais voilà, peut-être on donne l'exemple en faisant encore un glissement. Voilà, si cette carte est activée, ça y est, c'est bon. Activée chez moi. Et en plus, j'ai une flamme active. La rouge, c'est la plus rare. Et avec cette flamme, je peux activer soit un petit effet sur la grosse carte que je viens d'avoir chez moi, ou sur la petite carte. On peut faire les deux d'ailleurs. Voilà, on peut faire les deux si on veut. Et ce sont des actions gratuites, donc c'est des choses qui ont fait en plus de notre deux actions principales. Et voilà, on peut enchaîner pas mal de combos avec ces deux-là. Ces petites mécaniques de flamme. Il est très beau, nous dit Marie, je suis assez d'accord. La direction artistique. Il est joli. Alors justement, tu nous as envoyé des images, on va les montrer, puisque ça fait partie des éléments sur lesquels tu as eu envie de nous les montrer aussi, parce que tu as vu des commentaires sur Internet de gens qui disaient est-ce qu'il y a de l'IA là-dedans. C'est vrai que c'est une question que souvent les gens se posent. Et alors voilà, regardez le travail de l'illustrateur. Là, c'est les fourmis, donc on peut voir la recherche qu'il y a derrière des illustrateurs. Tout le travail de l'illustrateur, donc on peut citer l'illustrateur. Oui, l'illustrateur de fourmis, c'est Candida Corsi et Sarah Valentino. Oui, ça c'était fourmis, pardon, je mélange les jeux. J'ai mis sur Cause of Time, mais c'est voilà, et à Cause of Time, ça arrive, voilà. Il y a les 4 factions, donc dans ce jeu, vous avez des personnages de 4 factions. Là, c'est en italien, comme l'illustrateur Giovanni Calore est aussi italien. Et vous avez la recherche graphique qu'il y a au début et ce que les cartes deviennent après. Les 4 factions en termes de symbologie, à quoi ça ressemble. On a les amphibiens, on a ici les petits lapins, les petits renards qui peuplent le bois. On a les rongeurs qui sont dans les sous-sols. Et finalement, on a aussi les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel nocturnes. C'est le dernier, voilà, et qui n'est pas là peut-être. Non, je ne l'ai pas mis. On voit quelques recherches graphiques, effectivement, tout le travail sur l'illustration qui va, à mon avis, compter beaucoup dans le succès du jeu. Parce que c'est un jeu assez beau, oui. C'est plutôt très chouette. Et pourtant, nous, on l'a testé uniquement avec la mécanique. C'est vrai. On a déjà dit oui. Donc, c'était un coup de cœur aussi. Et après, voilà, l'illustration, c'était vraiment de cherry on top pour nous. C'était assez beau. Ça marque les joueurs, ça compte évidemment pour le plaisir de jeu. Le dernier jeu qu'on vous présente aujourd'hui, on va y jouer en direct. On va faire voter aussi, parce que là vous avez l'occasion de voter pour les différents jeux, ceux qui sont les plus attendus. Je regarde un petit peu les votes en cours, où ça en est. Pour l'instant, c'est le dernier qu'on a présenté qui arrive en tête des attentes. Très clairement, Echoes of Time. D'ailleurs, les chiffres sont assez dingues. En réalité, quand on présente bien un jeu, souvent, il y a plus d'attentes que sur d'autres jeux. C'est assez dingue parce que je te dis, quand on passe les 50% d'attente, c'est vraiment gros. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui veut acheter le jeu. On frôle les 70 pour l'instant sur Echoes of Time. C'est bien. Dans les stats qu'on a. Je donnerai toutes ces informations derrière. Évidemment. Le dernier jeu, on va appeler Aline, elle va nous rejoindre, puisqu'on va jouer ensemble à un petit jeu. Je vous l'ai teasé parce que vraiment, il m'a impressionné. Tu m'as fait jouer pendant 5 minutes lors du festival de Vichy. Et c'est vrai que directement on est dessus et on oublie qu'on est là pour
pour présenter, découvrir plein de jeux. On a envie de faire une deuxième partie directement derrière. Donc, on va appeler Aline. On va appeler Aline. Elle arrive, elle écoutait de toute façon l'émission. Et je vais organiser un petit peu la place parce que là, j'ai mis plein d'écrans tout autour de nous. On va faire de la place. Nous sommes dans l'espace. Oui, dans l'espace. On a des vaisseaux. Maintenant, je vais tout ranger. Et les principes, c'est simple. Éclater les autres. C'est rien de plus, rien de moins. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci à tous ceux qui sont arrivés via Ostpolitik, je pense, et qui nous suivent depuis, qui s'intéressent sur cette émission. On terminera d'ailleurs, vous voyez, Minute Culturelle, on terminera par un petit conseil que nous donnera en bande dessinée, je crois. Non, pas que. T'as d'autres choses? Pas que. J'ai d'autres choses. Voilà, j'ai réfléchi hier soir. Et on pose toujours la question à nos invités, qu'est-ce que vous faites en dehors du jeu de société? Bonjour Aline. Bonjour. Bonjour. Oula, je vais régler cet écran. C'est vrai que tu n'étais pas là, je ne l'ai pas réglé. Ne bouge pas, t'es un peu flou, je trouve quand même. Je suis un peu flou, un peu petite. Je suis toujours un peu floue. Ah ouais, c'est... Oula, c'est pire. Comment ça? Non, c'est pas pire. C'est moins flou là. On se retrouve ensemble, Aline, pour jouer à Lightspeed Arena. J'arrive près du micro, on m'entendra mieux près du micro. Parfait. Alors, déjà, on va construire notre plateau de jeu. Donc, on met... Je crois que j'ai semé des cheveux sur le plateau de jeu. Oh. Voilà. C'est très simple. Toi, tu joues en bleu, Aline joue en vert. C'est bien, tu reviendras, toi. En rouge. On enlève tout, j'enlève le clavier, j'enlève tout parce que attention, ça va être... C'est du jeu de temps réel. Là, on va jouer en direct, on a vraiment très peu de temps pour réaliser la partie. On va regarder cette vue du haut. Alors là, elle n'est pas super celle-là. Je te propose de mettre la deuxième caméra. C'est là qu'on vérifie si elle tourne toujours parce qu'on l'a laissé tranquille pendant un moment. Hop! Voilà. Là, ça, c'est l'espace de jeu. Donc, je peux peut-être zoomer un peu. On va zoomer un peu sur cet espace de jeu directement. Vous voyez que sur cet espace, il y a des bords, il y a des cadres tout autour. Oui. Il va falloir qu'on se lève, on va taper les micros, ça c'est clair. Et ensuite, on va pouvoir placer différents éléments. On peut l'agrandir. Alors, celui-ci, ouais, on va rester comme ça. Mais par contre, ces deux-là, on peut les se rapprocher de toi, Aline. De toi. Moi ouais. Non, pas ça. Hop, l'angle. Voilà. Comme ça, non, mais pour mettre dans l'angle. L'angle dans l'angle. Okay. Voilà, super. Tu me demandes des trucs de localisation inversée, c'est compliqué. Hein. Truc en miroir. Non, mais le truc vert, je pense pas qu'il fallait le coller à l'angle. Ouais, ça, comme ça, c'est bon, parfait. Alors, regardez, je te laisse nous expliquer en fait. Oui, donc le principe est assez simple. Il y a un appli qui va lancer un compte à rebours. Les premières 10 secondes, ce sont juste pour nous réchauffer. Et à partir de première bip, il faudra placer un vaisseau. Et les vaisseaux, voilà, il a de différentes choses. On peut regarder, il y a des batteries, ce sont les points de vie. Il y a aussi les bases qui ont des points de vie. Et voilà, c'est un objectif, détruire la base des autres. Comme, voilà, ça rapporte 4 points de victoire au propriétaire de la base, si jamais la base arrive vivante à la fin. Après, sous le vaisseau, on a des lasers. Ça, c'est ma base. Oui. Là, donc si elle est vivante à la fin, j'ai 4 points de victoire. Donc j'essaye de garder ma base en vie, ça en retient. Oui. On a des météorites qui sont au centre du plateau. Oui. Et là tu nous montres un premier vaisseau et on voit quand vous avez le vaisseau, là vous le voyez bien. Je me sens un petit peu visé. Mais en plus, je me sens un peu visé. Ce vaisseau a des lasers. Regardez, je vous le montre de plus près. Il a des petits lasers tout autour. Donc si je le pose ici, là, comme ça signifie que ce laser-là va taper dans ma base. Oui, c'est pas possible, ça. Et voilà, les lasers, ils ont différents points de dégâts. Les verts, c'est 1, les jaunes, c'est 2, et les rouges, c'est 3. Ouais. Il y a parfois des boucliers, parfois pas, qui nous protègent de 1 dégât. Ça signifie que si jamais moi, je mets un vaisseau là tu as posé ça, tu veux me tirer dessus, et moi, je mets ça, je me protège du laser des 1, mais ça va quand même taper des 2. Car c'est pas protégé. Voilà, ça protège des 1 dégâts. Donc tout est protégé des 1, mais tout fait être pour 2. Donc c'est bien de tirer sur les vaisseaux adversaires. C'est bien aussi de taper sur les lasers, car ça nous rapporte un nombre égal des points de victoire que des points de dégâts qui ont fait sur l'astéroïde. Sur l'astéroïde, ça fait combien de points l'astéroïde? Ça dépend de laser en fait. Si on le touche avec 3 points de dégâts, alors j'ai 3 points de victoire, mais stockés sur le vaisseau. Donc il faut que le vaisseau survive. Ah oui, c'est ça. Alors attends, il faut bien réfléchir. Voilà, il faut que nos vaisseaux ne soient pas détruits. Oui. Je vous rappelle que ça va aller très vite. Hein. Ça va très vite. Mais quand même, ça va très vite, mais quand même. On a envie d'avoir tous les éléments en tête pour pouvoir bien jouer. Dernière chose, on vous explique les choses, mais vous allez voir que derrière, c'est juste du temps réel, on pose vite nos éléments. C'est ce que je te dis, oui. Dernière chose, c'est
la petit chiffre sur le vaisseau, ça va donner l'initiative. Donc, tous les 4 vont taper en même moment, tous les 5 vont taper en même moment, tous les 6 en même moment, tous les 7 en même moment, dans l'ordre. C'est-à-dire, si une 7 s'est détruite avant de son tour, il ne va pas tirer, il ne va plus empêcher la ligne de tir. Et c'est dans l'ordre croissant? L'initiative, on commence par le 1. Croissant, on commence par les 3 quand on joue avec 6 vaisseaux maintenant, de 3 à 8. Et voilà, les vaisseaux sont pas dans l'ordre, sur une pile qui est fait au hasard. Donc je reprends mon tuile, je la mets au debout et je vais un petit peu mélanger. Claude Debuc nous dit sur le chat, Intrafin, on n'entend pas souvent parler d'eux, mais quand ils se déplacent, ça déboîte. Ah oui, parce que là, il y a vraiment des jeux. Moi, j'ai besoin d'avoir tout bien les éléments en tête. Donc on rappelle j'avais pas compris ça quand on avait joué. La couleur des lasers fait leur force. Ouais, oui. Donc vert, c'est 1 point. Oui. Jaune, c'est 2 points. Rouge, c'est 3 points. C'est ça. Ok, je retiens ça. L'ordre est très important. Le vaisseau 1, vous allez regarder en même temps, hein, parce qu'on va vous mettre cette vue, pas celle-ci, cette vue centrale, hop, comme ça. Donc vous allez pouvoir voir grosso modo ce qu'on place, mais surtout, il y a cette application là qui est ici, que je vous montre rapidement, et qui va nous rythmer. Ouais. Donc hop. Regardez, elle est là, elle est assez simple, vous allez pouvoir la télécharger directement sur votre téléphone, hein, ça marche avec le téléphone. Oui. La force incroyable de ce jeu, je le dis direct, mais on va le voir derrière. On va le voir après. Oui. Ouais, c'est que ça va pas être trop compliqué, parce que vous vous dites, oh là là, faut regarder tous les vaisseaux 1, voir combien de points ils font, tout ça. Attendez la fin, ouais. C'est fou en fait, c'est voilà. Assez fou ce qui va se passer. Juste pour, voilà, dernière règle, il faut bien cibler l'illustration, pas la tuile. Ouais. Donc si on regarde ici le jeune, il passe à côté. Même s'il prend véritablement la tuile, car on voit les lasers, il prend la tuile, mais il ne prend pas l'illustration de l'astéroïde. Ça c'est très important. Voilà. Ouais, ça c'est important. Je vous le montre parce que j'ai 2 caméras, donc je jongle entre mes 2 caméras. Ici, là, on essaie de toucher bien cette météorite, pas tirer à côté, tirez pas à côté, quoi. Ouais. Faut faire attention. Ouais, faut tirer exactement sur le. Bon, écoute, je vais pas être bon, je le sais, mais j'ai été nul quand on a joué à Vichy. J'ai essayé de faire un bon score et j'ai été tout nul. On va essayer d'être un peu meilleur. Je crois qu'on va se lever, hein. Il va y avoir du brouhaha, je suis désolé, hein, mais bon. Alors, je te laisse gérer l'application. Oui, on va juste jouer. On va décider combien de vaisseaux vont participer. C'est 6. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Oui. C'est parti là. Là, oui. Ouais, faut qu'on joue voilà. quoi, les non, 3, 2, 1 et on place la première. On a les doigts, attention. La numéro 1 oui, c'est toujours sur la première, on a 10 secondes pour la placer. Non, pas la numéro 1, la première. La première qui vient. Oui. Hop, je vais faire ça comme ça et je vais... Deuxième. Hop, ça va très vite. Oui. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu m'embêtes? C'est pas possible de faire un truc. Troisième. Troisième, mais c'est pas vrai. Mais non, déjà. Quatrième. Mais tout le monde me tire dessus, j'ai l'impression quand même. Hein. C'est ça les bouts. Mais comment je fais moi pour résister? Attention, on peut se tirer sur soi-même si on n'est pas tâté. Ok. Cinquième. Ah oui, non, mais je sais, ça fait là. Cinquième, pardon, je suis à la bourre là. Mais Aline, t'arrêtes de me tirer dessus, il y a d'autres joueurs. Non, mais... Dernière. Ah, c'est la 8. J'ai fait n'importe quoi. Je vous déteste tous. Ok. T'as triché un peu. Bah oui, parce que tu m'as gêné. Voilà. Non mais je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je me sens pas bien là. Voilà. Je autorise la caméra. Là, on prend une petite photo. Alors, regardez, simplement, il va prendre une photo de toute l'application, donc il se lève, et on n'a pas besoin de calculer. C'est fou. Mets-le bien au centre, qu'on voit le... Ouais. Tu peux le poser. Je la rapproche ici, comme ça. Ouais. En fait, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va remettre l'autre caméra, tout simplement. Hop. Tiens, tu vas le rapprocher ici. Il est en train de scanner notre plateau. On a juste fait une photo et en fait, l'application va nous générer directement. Et voilà, là, il y a un petit check. On a 7 vaisseaux partis et on a 2 astéroïdes. On peut aller à la bataille. Allez. Voilà. Et donc maintenant, ce sont les 3 qui vont tirer. Là, c'est toi. Toi, tirer sur moi, mais avec un laser D1. Et moi, j'avais le bouclier. Donc, je suis sauvé. Ah, super. J'ai fait n'importe quoi. Là, c'est moi. J'ai tiré sur moi-même. Mais j'avais heureusement un bouclier. Après, c'est les 3 d'Aline. Voilà.
Elle m'a ciblé avec 2 dégâts. Ça, j'étais très contente. Ouais, j'ai essayé de me protéger, moi j'ai mis le 3 juste à côté de moi, mais tout le monde m'a tiré. À un moment, j'ai vu tous les vaisseaux qui me tiraient dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Regarde, je voulais une petite quantité, j'ai fait un 4 aussi. Là, tu as tiré sur ma base. Donc voilà, peut-être qu'on se met dans les bons sens comme ça. Voilà, sur ma base. Mais tu as tiré sur toi-même aussi. Là, moi, j'ai tiré sur moi-même. Et voilà, j'ai un dégât sur moi-même encore, mais aussi sur Martin. C'était compliqué, là. Autour d'une table, c'était plus... Je me cherche des excuses. Voilà. Éclaté. Voilà, là, c'est intéressant, car Martin, toi, tu as pris toi-même encore une fois. Tu as pris aussi les vaisseaux d'Aline, donc tu as un point. Mais tu as aussi un point de victoire stocké chez les vaisseaux 5. J'ai fait un truc bien, c'est ce que tu es en train de me dire? Oui, très bien. Oh là, on tient l'application à l'envers. C'est dommage que tu te sois tiré sur toi-même avec le vaisseau 6 par contre. On a des commentaires en dessous sur l'application, c'est écrit à l'envers là, mais voilà le genre d'action optimisée qui rend les gamers old school fous de joie. Voilà, très bien pour Aline. Elle a stocké 4 points de victoire sur ce vaisseau-là. Très bien. J'espère que Martin va... Attends, elle a déjà... On va le remettre à l'endroit parce que c'est bizarre tous ces textes à l'envers. Okay. Hop. Feu ami, c'est comme confondre Star Trek avec Star Wars. Oh là là, c'est toi. C'est toi, hein. T'as vraiment touché toi-même 2 fois. Pardon. Oui, mais... Là, j'ai cherché à détruire ta base et à stocker un petit peu de... Je pensais que j'allais être meilleur que la fois d'avant, mais bof. On verra bien. Hein. Ouh. T'as détruit ma base en tout cas. Donc. J'ai pas fait exprès. Moi, j'ai continué à stocker des points de victoire. Là, on est sur les vaisseaux 7. Hein. Forcément, il y a le plaisir aussi de regarder ce qui se passe, de le commenter. On a pris plaisir à me détruire les vaisseaux. Ça va. Et toi aussi, c'était bien joué. C'est tour 8. Tu as stocké 3 points de victoire. Tu as fait un dégât ici. Et tu as détruit toi-même. Donc, ça c'est... Oui, mais moi je détruis sur moi-même. C'est pas dramatique. Celui-là, il fait mal. Oui, mais voilà, c'est le dernier, donc on est autour. Il y a vraiment une progression, hein, parce que moi sur la... moi je savais plus quoi faire là. Je voyais tout simplement qu'on m'attaquait de partout, j'avais envie de me défendre. Et alors l'ordre dans lequel on tire ses vaisseaux a aussi de l'importance, et j'ai pas trop fait gaffe au début au numéro des vaisseaux. Martin a gardé sa base jusqu'à la fin. C'est vrai? 4 points de victoire. J'ai gardé ma base? Je pensais que j'étais mort moi avec tous ces gens qui m'attaquaient. Non. Et maintenant, voilà, on regarde. Tac, qui l'emporte? Je pense qu'Aline va la remporter. Oui. 24 points pour Aline, c'est une victoire incroyable. Ça fait 2 fois Martin Wittberg. Oui, il va falloir que je progresse. Je suis pas encore très au point sur ce jeu. C'est fou, hein, quand même, cette application. J'en rêvais, moi, d'avoir un jeu comme ça où t'as pas besoin de faire tout le scoring de fin parce qu'il est quand même complexe. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Pardon, mais on le redit ce score là? J'ai oublié. Victoire totale d'Aline. Les commentaires sont drôles. Et en fait, voilà, la chose intéressante si on veut à la base, c'est qu'il y a un jeu de 2005 à la base. Oui. C'était un parce qu'il n'y avait pas d'appli. Il n'y avait pas d'appli, il faudrait calculer avec des élastiques pour voir où on était. Donc voilà, la phase de compte de points, c'était un petit peu long, si on veut. Bah oui. Et ça, je pense que c'est une innovation qui change totalement les jeux. Tu sais, quand tu le sors, il y a un côté immédiat qui est évident. C'est vrai que des fois, les jeux d'appli, on n'a pas toujours envie de sortir une appli quand on fait un jeu de société, mais le jeu de société, il est bien présent. Vous avez vu l'ambiance autour de la table, on rigole, on s'amuse, et derrière, il n'y a pas de discussion, on s'amuse pas à déplacer les tuiles. Alors, je l'ai bougé un peu, ça trichouille à peine. Tu veux dire, il n'y a pas de mauvaise foi. Non, non, pas de mauvaise foi possible. Tu peux pas vraiment. Et ça marche incroyablement bien. Je sais que vous avez envie d'y jouer. Et pour les joueurs. Moi, le petit... la petite fête visuelle là, à la fin à ta couleur, je trouve ça rigolo. J'ai plus le nom. Les feux d'artifice, c'est ça que tu cherches. À ta couleur, ouais. Voilà, et pour les joueurs experts, on a aussi des variants experts dans ces jeux, si vous voulez. Déjà, les astéroïdes peuvent devenir des astéroïdes sponsorisés, c'est-à-dire ils ont de différents pouvoirs. Celui-là, il est très petit. Il est très petit, oui, ça va être plus compliqué. Si on va les prendre, ce sont les doubles de points de victoire. Et là, c'est un astéroïde on y tire dessous. Et lui-même, il va tirer sur un adversaire au hasard. Les bases aussi, on peut
les retourner et ça va faire de factions asymétriques. On a les bleus qui sont plus défendeurs avec leur bouclier qui protège de tout. On a les rouges qui sont en mode vengeance, donc s'ils sont touchés, ils vont doubler leur point de dégâts. Et on a les verts qui ont je pense, si je me rappelle bien, on a le laser jaune qui est perçant, donc tout ce qui est sur la ligne de tir va être ciblé. Voilà, après on a une autre faction dans la boîte, les jeunes. Exactement, vous pouvez jouer à 4. On a Bill Dumklinger qui nous demande si c'est possible de regarder sur une télé de 75 pouces les résultats. On l'a vu, c'est possible évidemment, mais ça va dépendre de votre tablette tout simplement. Il faut caster votre contenu parce que derrière, il faut quand même prendre la photo pour réussir à faire le calcul. Donc il faut une tablette, un téléphone, mais ça se casse, tout ça, donc il y a moyen. Est-ce qu'on peut partager le film de fin de partie? Je ne sais pas. Ça fait 3-4 ans que je vis ma meilleure vie parce que je vis dans des films de SF, nous dit Maxime. Et avec les lunettes VR, on vit vraiment dans le futur. Bah oui, c'est vrai que ce genre d'application nous permet de voir... Et directement l'application nous dit: est-ce que vous voulez lancer une nouvelle partie? Elle nous connaît bien cette application, on a envie de lancer une nouvelle partie, on le fera plus tard ou hors caméra. Vous aviez la possibilité de voter pour ce jeu en vous connectant, pour ceux qui suivent la chaîne, parce qu'on suit aussi vos retours. Je vais regarder très rapidement, hop, sur l'application, je ramène mon écran pour pouvoir avoir une idée de vos attentes. Je vous avais dit que ça serait très original ce dernier jeu, qu'il fallait pas louper de la fin de l'émission, je vous ai pas menti. Hop, attendez, je suis où là? C'est pas du tout cette application là, c'est ça. C'est pour ça que je m'en sors pas. Hop, Martin qui est perdu comme c'est pas possible. Sur les votes, on va regarder les données, je te redonnerai toutes les informations de toute façon juste après. Pas de souci. Les votes en cours. Et sur ce Lightspeed Arena, oui, vous êtes très nombreux aussi à l'attendre. On est quasiment sur les mêmes chiffres qu'Echoes of Time, un tout petit peu derrière quand même. Vous êtes nombreux à participer. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui participent. Vous êtes encore 330 sur la fin de cette émission à nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Il nous reste une toute dernière rubrique pour terminer en beauté. On pose la traditionnelle question. En dehors du jeu de société, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de conseiller à ceux qui nous suivent? Voilà, moi je suis dans une période très particulière de ma vie car j'ai 2 petits-enfants. Mais dernièrement j'ai eu très plaisir avec une bande dessinée dont le titre français est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, par Émile Ferris. Ouais. Il y a un style graphique qui est très impressionnant car c'est tout fait avec un stylo... Oui, c'est dessiné au stylo bille en fait. Donc le stylo bille 4 couleurs, vous voyez sur la couverture, c'est assez chouette. Et c'est une bande dessinée qui a remporté le Fauve d'Or à Angoulême, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, dont le tome 2 vient tout juste de sortir. Oui, moi je lis que le tome 1. Car voilà, j'ai les tomes 2 en attente. Mais voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui se croit être un petit loup-garou. Et elle est en investigation car sa voisine, qui est la dame qui est sur la couverture, voilà, là c'est la petite fille comme elle se représente, donc un petit loup-garou, mode investigateur. Elle est en train de découvrir les mystères derrière l'assassinat ou le suicide de sa voisine. Et sa voisine était survivante de la Shoah. On est dans les années 60 à Chicago, donc et il y a toute l'histoire donc de la voisine et de la recherche de ces petites filles dans ce Chicago, dans un monde aussi alternatif. On regarde le monde avec ses yeux. Et voilà, le style graphique, il y a 2 styles graphiques, le style très impressionnant car c'est presque une photo je trouve, et à côté on a aussi un côté plus comique, mais les deux se collent très bien ensemble et oui, c'est tout au stylobique. C'est impressionnant. Et graphiquement, déjà, c'est un objet qu'on aime bien avoir pour le dessin en lui-même. Et puis, bon, il y a une histoire derrière qui a marqué beaucoup de monde. C'était l'un des livres, la suite la plus attendue de l'année qui vient de se passer. Oui, c'est intéressant car elle visite aussi les musées. Ouais, et donc la Goya, c'était aussi un des sujets préférés. Elle va reproduire des œuvres chefs d'œuvre qui, en fait, lui parle pendant qu'elle visite les musées, car elle visite souvent avec sa famille. Et donc, voilà,
Moi, je l'ai pas lu encore. Je dois vous dire, je l'ai pas. C'est très bien. Faut que je l'achète au bout d'un moment quand même. J'ai déjà eu plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois j'ai hésité. Puis c'est un gros bouquin. Puis je l'ai pas pris encore. Il faut que je le prenne. C'est évident qu'il faut que je le prenne, que je le découvre, que je me fasse mon propre avis, parce que ça. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette BD. Il y a des avis qui sont très différents en fonction des personnes. Et c'est ça aussi la richesse d'un livre qui fait parler. Forcément, il y a des retours qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Vous êtes nombreux à la connaître déjà sur le chat. Il y a un tome 2 qui est sorti cette année. Ça fait parler d'ailleurs sur la distribution. Tu vois, en bande dessinée aussi, on parle de distribution parce que les libraires avaient du mal à l'avoir la semaine de la sortie. Alors que c'était le livre le plus attendu et ils voulaient l'avoir en priorité, surtout parce que c'est problématique de vente en ligne aussi qui se présentent. Les gens n'attendent pas en général. Si les libraires ne l'avaient pas, c'était un problème la semaine de la sortie. Ça a été compliqué, je crois, sur cette semaine-là. Je ne connais pas, mais voilà. En tout cas, il ne faut pas hésiter. L'éditeur, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture, et c'est un éditeur qui fait des trucs magnifiques. Ouais. C'est l'éditeur qui éditait Blackwater. Si vous vous rappelez, c'était un conseil qu'on avait donné à Noël. C'est des livres qui ont un embossage particulier, avec un soin tout particulier qui est accordé à l'objet livre. Ça n'a pas râlé sur l'éditeur, ça a râlé sur le distributeur. C'est encore autre chose. C'est celui qui amène les livres en boutique. Mais ouais... Suivre l'éditeur Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est toujours intéressant. Ouais. Voilà, pour ce livre-là, tu voulais conseiller autre chose ? Oui, on reste sur les monstres. Vraiment un classique. Car moi, je répète, j'ai 2 petits-enfants et ils ont eu beaucoup de plaisir, et moi-même, à lire. Max et les Maxi-Monstres, c'est un chef-d'œuvre de Maurice Sendak des années 60. Voilà, il y a cette petite histoire de Max qui fait des bêtises, donc sa mère lui dit de... Là aussi, les illustrations sont folles sur ce livre-là. Ouais. Alors, où est-ce que je me connecte ? Il faut que je regarde, parce que là, directement sur l'école des loisirs, on va aller, hop, et puis on vous montre. Est-ce qu'on peut voir en plus gros ? Bon. Donc, si vous avez des petits-enfants, voilà, c'est une histoire très agréable, et il n'y a pas la morale, donc c'est une histoire vraiment pour enfants, pour s'amuser, on dit. Mais qui est fort par les illustrations aussi, c'est ça, c'est le genre de livre qui vous crée une atmosphère tout de suite avec quelques dessins dans lesquels on se plonge et qui vous marque pour la vie en fait. Quand on retombe dessus adulte sur un livre qu'on a adoré étant enfant, on se souvient de quelque chose, on a une sensation particulière qui nous évoque directement l'enfance, donc ça nous marque sur le long terme. Ouais. Et voilà, mon fils Dante, il a vraiment kiffé. Dernière chose, voilà, c'est vraiment la dernière. C'est un petit chaîne YouTube. Un monde de jeu. Oui, aussi, bien sûr. Mais si vous cherchez Cornelius Masta, M-A-S-T-A, c'est un jeune homme qui fait voilà, il a fait des tours à pied, en fait. Il a eu une crise dans sa vie, il a commencé à faire des tours à pied. Il est parti pour son premier voyage de Paris jusqu'à... non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'était bien. Hein. C'est pas ça. J'ai pas tapé comme il faut. C'est Cornelius Masta. M-A-S-T-A, tu as dit ? Oui, mais c'est au contraire, donc... C'est peut-être lui, du coup. Peut-être... Mais non, c'est peut-être sur YouTube. Si tu cherches Paris-Rome à pied, car c'est son dernière, je vais taper ça. Dernière chose. Voilà, il y a des images magnifiques. Et après, voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu faire moi-même. Si tu cherches juste Paris-Rome à pied, ça doit être... On essaie de vous trouver une image en même temps. Hop, ça, on ne l'avait pas préparé à l'avance. Non. Voilà, Per Aspera, voilà, c'est ça. Ok, hop, je lance ça et je regarde ce sur quoi on tombe et... Voilà, c'est un petit film, on aurait 20, très agréable, et vous pouvez suivre ces jeunes hommes de Paris jusqu'à Rome. Et voilà, il y a aussi ces aventures d'avant, il a fait Paris-Lille et Paris-Marseille. Et voilà, si vous habitez dans les coins qu'il a visités, voilà, vous pouvez vous retrouver, et vous pouvez, si vous n'êtes pas, vous pouvez découvrir des endroits de France, de la Suisse et de l'Italie qui peut-être vous ne connaissez pas. Voilà. Ok, donc voilà pour cette chaîne YouTube. Merci pour ces 3 conseils. Ça nous emmène dans d'autres horizons qu'on n'avait pas l'habitude d'explorer.
Merci aussi, tiens, je vois David sur le chat, merci David qui sponsorise cette semaine aussi, en tout cas la tombola qu'on organise en fin de semaine. On va refaire un petit post sur les réseaux sociaux, il faut qu'on trouve le temps de le faire, Aline, ensemble. mais non, c'est souvent moi qui le fais quand même. Juste en mémoire, il faut se rappeler qu'on va en parler aussi, parce que vous avez eu l'occasion de voter pendant cette matinale pour quelques jeux qu'on vous a présentés, que vous attendez visiblement avec impatience, parce que les stats sont assez folles. Je pense que vous avez une bonne année qui se prépare, une bonne fin d'année. J'espère, c'est l'espoir toujours. Avec ces quelques petits jeux, et notamment, on a beaucoup parlé de Fourmis, c'est ceux qui arrivent en tête des votes. Hein. C'est en 1, Echoes of Time, qui est, je ne sais plus où, là. Ici. Voilà, Echoes of Time qui arrive dans le vote attente la plus forte, je crois. En 2, Lightspeed Arena, et en 3, Fourmis, parmi ceux qu'on a présentés, mais il y en a d'autres, parce qu'il y a également Aquaria qui arrive, Tebaï et Ibris, on n'a pas fait voter dessus, mais voilà pour les autres jeux qui arrivent juste derrière. Merci beaucoup pour cette matinale. Merci. Je profite juste au dernier pour faire un petit coucou à toute l'équipe Intrafin. Oui. Donc au premier Jürgen, mon partenaire en crime. Voilà, Patrick, Katharina, Dieter, qui est les corps d'Intrafin. C'est voilà, la logistique, les achats, voilà, les corps d'Intrafin. Et pour les pôles logistiques, Nathalie et Myriam. On finit à plus de 200 personnes. On nous demande Ibris, c'est pour quand? C'est pour quand Ibris? C'est la fin d'année? Ibris, début 2027, Ibris, on va les recevoir jusqu'avant Essen. Donc, après, il y aura une période de fulfillment pour les backers. Donc, je dirais mi-novembre aussi pour la vente en boutique. Voilà. C'était Intrafin et c'est la fin de cette émission. Merci on vous donne beaucoup. rendez-vous demain à Ravensburger. Normalement, qui arrive dans le courant de la nuit, qui fait la matinale demain avec nous, si tout va bien. Donc, on l'attend avec impatience. Il y a quelques chouettes jeux qui arrivent également chez Ravensburger. Jeudi, on sera avec Pénélope. Vendredi, on sera avec Super Meeple. Grosse semaine, on vous l'a dit. Vendredi soir. Et vendredi soir, on fait une émission, c'est prévu de faire une émission avec Jube. Bon, on se retrouvera vendredi soir en live aussi avec Jube et Jérôme. Ok, c'est validé. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao. Ciao.